Donc pour ce débat intitulé Écologie et capitalisme, temps long contre profit immédiat, nous avons plusieurs invités. Donc à ma gauche, Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, consultant sur les questions climatiques, bien connu du grand public car il écrit pas mal de livres de vulgarisation sur ces questions d'énergie, et il y a toute une génération, on peut dire, de scientifiques qui ont été biberonnés à ces livres, et j'en fais partie. C'est les premiers livres sur ces questions-là que j'ai lus, et Jean-Marc continue à être très lu d'une bonne partie de la communauté scientifique, et on est très content qu'il ait accepté cette invitation. Aurélie Trouvé, qui va très rapidement arriver, elle est un peu en retard, mais dans quelques minutes elle sera ici, qui est porte-parole d'Attaque. Et puis Alain Pagano, responsable à l'écologie du PCF, et qui est aussi professeur, enseignant en écologie, maître de conférence en écologie à l'Université d'Angers. Et enfin Pierre-Alain Millet, qui est élu adjoint au maire à Vénissieux, en charge de l'écologie. Alors on a voulu ce débat, le titre, on va un peu l'expliciter, on est temps long contre profit immédiat. Bon, on a la contrainte de la taille du titre, mais par là on entendait le fait que il y a une grosse inertie par rapport aux écosystèmes qui font que on doit agir très vite pour empêcher la crise globale écologique, et en même temps on a un système économique qui n'intègre pas ces temps longs-là, et qui a une vision qui est quand même assez de court terme. Crise globale, climatique, une crise des ressources énergétiques, mais pas que, et puis une crise de la biodiversité. On parle même d'extinction de masse, de 5e extinction de masse que connaîtrait la planète actuellement, qui est l'indicateur en fait final de cette crise globale. En cause, il y a évidemment la démographie. C'est vrai, une planète à 1 milliard d'habitants et une planète à 7 milliards et bientôt 10 milliards, on a une marge de manœuvre beaucoup plus faible, mais il y a une dimension énorme. Alors évidemment, cet accroissement de population, il y a des centaines de millions de personnes qui rentrent dans le développement. C'est une bonne nouvelle parce que il y a une sortie de la pauvreté, donc on ne peut pas être contre, c'est complètement légitime, mais il y a une dimension énorme de gaspillage de ce système qui est inefficace à répondre aux besoins, on y arrive. Donc, on a une dimension de gaspillage de ce système économique qui a du mal à répondre à cette crise écologique. Alors, la tentation, je voudrais tout de suite dégonfler un débat là-dessus, c'est que la tentation, c'est qu'on a souvent une lecture de renvoyer à l'individu, à la responsabilité individuelle, à la consommation individuelle pour changer les choses. Ça va compter, mais c'est un delta. L'essentiel quand même, c'est quand même de réorienter toute cette économie-là au service des gens, de l'écosystème, de l'environnement dans lequel vivent les gens. Donc on doit engager une réorientation complète de cette économie. Il existe des plans, l'ONU propose des scénarios énergétiques, le GIEC en propose, qui impliquent de gros investissements. Et la question justement de ce débat, c'est comment contraindre ce système dans une réorientation et dans une transformation profonde. Il y a plusieurs outils. Il y a l'outil de la réglementation, l'outil du service public, l'outil de la contrainte par la loi, et ça dépend. Notre vision dépend aussi de notre rapport au capitalisme. Au Parti communiste, on est pour le dépassement du capitalisme, mais il y a aussi d'autres visions des choses.
d'autres visions, d'autres propositions. Et voilà l'objet du débat. Alors, je me tourne vers Jean-Marc qui a beaucoup réfléchi à ces questions économiques, parce que c'est avant tout quand même une question économique, et comment pouvoir régler ce problème du réchauffement climatique, de la biodiversité, etc., dans une planète à 7 milliards d'habitants et bientôt à 10 milliards. Comment faire proposition économique. Je te laisse la parole, Jean-Marc. Et j'ai 30 secondes pour trouver la solution miracle, c'est ça? Il n'y a pas de solution miracle, en fait. Il y a un certain nombre de mesures qui sont des conditions préalables indispensables. Alors, la première, c'est d'avoir une idée claire du problème à traiter. Et aujourd'hui, on en est malheureusement encore très très loin. Il y a une énorme différence entre beaucoup entendre parler d'un problème et bien comprendre le problème. Et si je suis tout de suite un tout petit peu taquin, malheureusement, le niveau d'information qu'on trouve dans les grands médias n'est pas du tout suffisant pour se faire une idée claire du problème à traiter. C'est clair que dans les déterminants du problème, il y a le nombre de milliards, il y a le nombre d'individus qu'il y a sur Terre. Hein. La Terre fait le même diamètre aujourd'hui qu'elle faisait il y a 2 siècles, ça n'a pas changé. Donc il n'y a pas plus de place et il faut partager de manière un peu plus forte. En ce qui concerne le climat, il y a énormément d'idées imprécises qui circulent sur la façon dont se présente le problème. Par exemple, je ne sais pas qui dans la salle sait qu'une fois qu'on a mis du CO2 dans l'air, il faut attendre un siècle pour que la moitié s'en aille. Il faut attendre 1000 ans pour que 80% s'en aille. Il faut attendre 10 000 ans pour que 90% s'en aille. Donc ça veut dire qu'on est face à un problème totalement irréversible. On ne peut pas se dire, le jour où on a un peu trop chaud, ah, là j'appuie sur le bouton reset et on va remettre les choses en état. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Je ne sais pas qui dans la salle sait que l'approvisionnement pétrolier européen est contraint à la baisse depuis maintenant plus de 10 ans. Et que c'est la raison pour laquelle la croissance économique qu'on aime tant ne revient pas. Je ne sais pas qui dans la salle a conscience du fait, je vais tout de suite dire une horreur, que malheureusement, même le mode de vie du smicard français ne peut pas être étendu à 8 milliards d'individus pendant très longtemps. Bon. Donc on est face à des choses comme ça, qui sont des choses dures, difficiles, pas désagréables à entendre, et pour l'essentiel, on a une idée très mauvaise des contours du problème à définir. Donc tant qu'on n'a pas, c'est là que je voulais en venir, tant qu'on n'a pas une idée claire du problème à traiter, c'est très très difficile d'avoir un débat adulte sur les solutions. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Tant qu'on ne sait pas exactement où est le problème, discuter de où est la solution au problème est un truc qui tourne un peu dans le vide. Voilà, ça sera la première chose que j'ai envie de dire. Petite réaction de Alain? Oui, moi je pense qu'il faut être à la fois dans les questions de société, les questions de système. On a un système qui est géré par l'appât du gain, le profit à court terme, et qui va puiser dans les ressources naturelles de manière inconsidérée. Deuxième chose, on est dans un système qui va favoriser la recherche du profit à tout prix. Donc par exemple, non, c'est pas moi qui fais cette espèce de Larsen là. On va aller chercher par exemple dans les pays à bas coûts salariaux des marchandises, des productions, etc. en générant des déplacements inconsidérés pour répondre à la demande de l'offre, de la demande plutôt. Et ça a un coût écologique qui est très très important et sur lequel je crois qu'il faut que... Alors, ce que vous dites est tout à fait exact. Il y aura une inertie dans les questions climatiques, par exemple, puisque c'est une des questions qui nous occupe. Et en même temps, je crois que c'est de notre devoir citoyen, je ne parle même pas en termes de partis politiques, de donner des perspectives de solutions et des perspectives de solutions immédiates qui soient de nature à mobiliser les citoyens. Parce que quand on entend si on fait rien, dans 10 ans on va tous mourir, je suis un peu schématique, mais il y a des gens qui portent ce discours-là, c'est pas très mobilisateur pour l'action. Et moi je crois qu'on a besoin d'apporter des solutions très concrètes. Et par exemple, je vais me situer à une petite échelle qui mériterait d'être un peu plus ample, mais à l'échelle de la France, le transport ça pèse 30% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que oui ou non, politiquement, mais quand je dis politiquement, je ne parle pas de politiquement de manière partisane,
Est-ce que oui ou non, politiquement, on a envie de porter quelques solutions immédiates qui nous permettent de réduire l'empreinte carbone des transports en favorisant par exemple les transports en commun gratuits, en disant que la TVA, on va la mettre à 0% pour favoriser l'usage du train, etc., etc., etc. Donc moi je crois, voilà, je m'arrête là et puis on reprendra la parole les uns les autres un peu plus tard, mais je crois que c'est juste d'expliquer scientifiquement les choses et en même temps on a besoin de dire il y a des solutions qui sont possibles et sur lesquelles on peut agir. Voilà. Dernière chose que je voulais dire, je crois que il y a besoin de faire grandir l'idée que l'écologie, ça va nécessiter des choix politiques structurants. Pour moi, l'écologie ni droite ni gauche, c'est un peu une blague, parce qu'on va devoir s'affronter à un système économique qui fait les mauvais choix, et va falloir qu'on invente ensemble, collectivement, un système qui propose des bons choix pour la planète. Merci Alain. Donc, on accueille Aurélie qui vient d'arriver. Donc, quelles solutions pour transformer le système? Quels sont les obstacles? Le rapport au capitalisme, le rapport aussi aux échanges globaux, l'exploitation, etc. Donc, bonjour à toutes et tous, désolée pour le retard, j'avais quelques contraintes familiales qui m'ont fait partir un peu tard de chez moi. Et d'autant plus désolée que j'ai pas tout entendu de ce que tu as pu dire. Et j'aurais aimé. Alors je sais pas combien de temps je peux y aller en roue libre. Voilà. Allez. Non, je pense que la première idée qui me semble très importante sur cette question de l'écologie, c'est d'abord que ça demande, de mon point de vue, une remise en cause profonde des logiques capitalistes actuelles et évidemment du capitalisme financier et néolibéral, mais plus globalement des logiques capitalistes de profit de court terme, parce qu'en fait, investir dans le long terme pour des questions écologiques, ça demande aussi de sortir de cette logique de profit de capitaux qui domine aujourd'hui le capitalisme tout court. Et du coup, l'idée que, et c'est ce que nous, à ATTAC, on défend, c'est que le capitalisme vert, c'est une impasse totale, quoi, hein. C'est un greenwashing, et pire que ça, c'est une nouvelle façon pour le capitalisme de s'adapter à des nouvelles attentes sociétales. Donc comment il s'y adapte? Avec ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire le verdissement de toutes ces politiques, mais qui ne change rien ou de façon très très marginale à sa logique profonde. Or, cette logique profonde, elle est totalement contradictoire avec la résolution de la crise écologique. Et je vais donner quelques exemples, hein, mais vous savez qu'un des bras armés aujourd'hui du capitalisme néolibéral, c'est les accords de libre-échange. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il se trouve qu'il y a l'accord entre l'Union européenne et le Canada qui est sur la table du Parlement et du Sénat. Il faut espérer, le Sénat va peut-être le repousser, ça reviendra sur la table du Parlement dans quelques semaines, et ça risque d'être accepté parce que le gouvernement soutient ça. Il faut savoir que ces accords de libre-échange, c'est pareil pour l'accord qui est actuellement qui vient d'être finalisé avec le Mercosur. Je dirais que peut-être la première des conséquences de ces accords de libre-échange, c'est l'approfondissement du désastre écologique. C'est pour le Canada. En fait, la première raison de cet accord, c'est qu'on facilite pour l'Union européenne les imports de pétrole issu des sables bitumineux, qui est sans doute une des pires sources d'énergie fossile qui puisse exister. Au lieu de prôner la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies non renouvelables, en fait, voilà le choix qu'on fait. Sur le Mercosur, c'est quoi? C'est en fait donner à nos multinationales la possibilité de pouvoir avoir accès à l'extraction minière, notamment dans la forêt amazonienne. C'est aussi on importera davantage de viande bovine, et ça veut dire quoi? Ça veut dire la déforestation de l'Amazonie, du Cerrado, etc. Donc de milieux forestiers qui sont les poumons de la planète, hein. Et c'est ça qu'il y a derrière ces accords de libre-échange qui sont au cœur du système capitaliste actuel. De la même façon, il faudrait aujourd'hui désinvestir massivement des énergies fossiles. Là aussi, ça veut dire contraindre très très fortement les multinationales et même mettre à bas leur hégémonie, puisque c'est elles qui ont les premiers intérêts dans l'investissement dans les énergies fossiles. De ce point de vue-là, le gouvernement, vous savez, soutient cette extraction d'énergie fossile à travers des subventions publiques qui sont quand même assez massives. De la même façon, résoudre la crise écologique, c'est aussi stopper tous les projets nuisibles
les projets d'autoroute, derrière c'est Vinci, c'est les multinationales, c'est stopper les grands projets nuisibles et imposés que sont par exemple Europa City, donc derrière c'est Auchan, c'est voilà, c'est juste à côté, hein. Donc c'est aussi se confronter, avoir un rapport de force radical très fort avec les multinationales, raison pour laquelle, de mon point de vue, l'écologie ne peut pas être une écologie de droite, ou elle ne sera qu'une écologie, du greenwashing. Cette écologie ne peut être qu'anticapitaliste, en fait. Elle ne peut que remettre en cause profondément les logiques capitalistes. Et de ce point de vue-là, j'arrive maintenant sur les solutions concrètes dont tu parlais. Et moi, je vais reprendre Je pense aussi qu'il y a une chose très importante aujourd'hui à gauche, c'est vraiment de réussir l'articulation entre l'écologie et le social. D'abord parce que les premiers responsables... D'abord parce que la question écologique, elle est profondément sociale. C'est-à-dire que les premiers responsables de la crise écologique, ce sont les pays riches, mais ce sont aussi les plus riches dans les pays riches. C'est-à-dire ceux qui, par leur mode de consommation, entraînent le reste de la population dans un mode de consommation totalement insoutenable. Et oui, aujourd'hui, alors je sais que ça fait grincer des dents parfois dans certains cercles, y compris de gauche, il n'y a pas d'autre solution que la sobriété, c'est-à-dire la baisse de la consommation matérielle et énergétique à une échelle globale. Évidemment que ce ne sera pas aux classes moyennes et précaires avant tout de réduire leur consommation. Mais au niveau global, dans nos pays riches, on est obligé de descendre cette consommation matérielle et énergétique de manière drastique. On est obligé, si on veut ne pas dépasser les 2 degrés, par exemple, laisser 80% des ressources fossiles dans le sol. Et ça demande une transformation profonde de nos manières de consommer, de produire et d'échanger. Ça veut dire aussi de le faire en articulation entre l'écologie et le social et que ça ne se fasse pas contre les classes moyennes et précaires, contre les travailleurs, contre les chômeurs, etc. Et je vais prendre l'exemple de la taxe sur les carburants, qui est l'exemple typique de l'écologie qui se fait contre les classes moyennes et précaires. Cette taxe sur les carburants la hausse proposée par le gouvernement, pourquoi il y a eu ces réactions? D'abord parce que c'est une taxe inefficace. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on va augmenter le prix du carburant qu'il y aura des solutions pour faire autre chose en matière de transport, parce qu'il n'y a rien qui a été proposé par ailleurs. Et deuxièmement, c'est injuste parce que ce sont les classes moyennes et précaires qui payent le plus dans leurs revenus pour le carburant. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière très concrète, et ça va rejoindre ce que tu disais, c'est taxer déjà les premiers pollueurs qui sont les grands sites industriels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché, c'est-à-dire la taxe carbone, les taxes sur les industriels et les quotas carbone, en fait, sont quasiment gratuits pour ces grands sites industriels, ne fonctionnent pas. C'est la preuve aussi que le capitalisme vert et les logiques et les solutions de marché financier ne fonctionnent pas aujourd'hui. Il faut une taxe absolument efficace sur ces grands sites industriels et que ce soit les premiers à payer. Deuxièmement, évidemment, stopper les accords de libre-échange. Troisièmement, tu l'as dit, des transports, un vaste programme, je pense plus que ça, de planification écologique. Porté à l'échelle nationale, porté à l'échelle des collectivités locales. Ça veut dire un vaste programme de transport en commun gratuit, de rénovation thermique des logements, y compris dans les classes moyennes et précaires, de relocalisation des activités et services publics et commerces de proximité, ce qui est totalement contradictoire avec des projets comme Europa City qui seront à côté et notre logique française totalement ahurissante des grands centres commerciaux qui vident les centres-villes, qui vident les villages de leur commerce de proximité. Ça veut dire donc tout un tas de solutions qui peuvent être à la fois écologiques et sociales, et nous on l'apporte dans une plateforme d'associations et syndicats qui exige qu'il y ait la création d'1 million d'emplois pour le climat, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'1 million d'emplois dans la transition écologique, pour cette rénovation des logements, pour ces transports en commun, etc., pour l'agriculture biologique et tant d'autres. 1 million d'emplois, ça demanderait 50 milliards d'euros au bas mot, si c'était des emplois publics, peut-être un peu moins des emplois aidés, etc. Mais en tout cas, avec quelques dizaines de milliards d'euros, on peut y arriver. Et là, évidemment, la droite, ou même la soi-disant gauche qui n'est pas dans cette perspective-là, répond, mais on le trouve où ce fric? Eh bien, on le trouve où? On le trouve dans une lutte efficace contre l'évasion fiscale, 60 à 80 milliards d'euros. On le trouve dans une taxe sur les transactions financières qui, à l'échelle française, permettrait de récupérer plusieurs dizaines de milliards d'euros. On le trouve dans la fin des subventions publiques aux énergies fossiles et la fin des exonérations sur le kérosène, le fuel, etc. Donc il y a aujourd'hui des propositions à la fois sociales, écologiques, qui permettent de créer des emplois et de ne pas en détruire, qui permettent également de résoudre la crise écologique. Et je finirai là-dessus. En France, on est en retard.
Vous savez qu'aux États-Unis, il y a toute une réflexion autour d'un Green New Deal radical porté par les démocrates européens et des politiques comme Ocasio-Cortez qui portent cette transformation radicale. En France, on est encore très très faible sur cette réflexion-là, mais le Green New Deal radical, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permettra à la fois d'affronter la question des inégalités sociales et la question de la transition écologique de manière sérieuse, crédible et raisonnable. Voilà, merci. Alors, merci Aurélie. Il se trouve d'ailleurs que le GIEC et puis l'AIE construisent des scénarios énergétiques qui tiennent compte de tout ça, c'est-à-dire le transport, l'économie circulaire, la rénovation énergétique des bâtiments, la transformation de l'agriculture. Ceci dit, ces scénarios-là tablent quand même sur une augmentation de la production énergétique, parce que la démographie, elle se fait ailleurs qu'en Europe et aux États-Unis. On est à 13 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Il faudra en produire 20 milliards en 2050 pour 9 milliards d'habitants. Donc c'est quelque chose. Alors peut-être que Pierre Alain, qui a réfléchi aussi à ces questions énergétiques, je sais aussi que tu es dans une association, Sauvons le climat, tu peux peut-être répondre par rapport à ça. Oui, merci. Moi, je voudrais partir d'une expérience d'élu communiste sur l'écologie pour montrer qu'une ville dirigée par les communistes peut faire de l'écologie autrement, différemment de ce qu'on entend en général. À partir de deux petits exemples très concrets, parce que pour moi, pour un élu local, l'écologie, c'est pas d'abord une bataille médiatique. Le premier exemple, c'est les composteurs de quartier. À Vénissieux, ville dont vous avez peut-être entendu parler pour des problèmes d'insécurité, les composteurs de quartier sont ouverts 24 heures sur 24, libres d'accès. Il y a un agent municipal qui passe régulièrement pour veiller que ça se passe pas trop mal, mais ça se passe bien. Mais honnêtement, ces composteurs de quartier ne sont rien par rapport au volume des déchets collectés sur la ville. Mais ils sont un incroyable outil de pédagogie. Et pour moi, leur vrai objectif, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'éducation populaire pour maîtriser des sujets qui sont complexes et qui malheureusement sont surdéterminés par le discours médiatique dominant. Un composteur, par exemple, peut-être certains le savent, ça émet des gaz à effet de serre, ça émet du CO2. Si tout le monde se met à avoir un composteur partout, est-ce que quelqu'un a calculé le volume d'émissions que ça représente? Non, personne ne s'y intéresse. Est-ce qu'il est pertinent de collecter les déchets compostables pour les emmener dans un digesteur qui fabriquerait du gaz? Peut-être, je n'ai pas d'avis a priori. Mais où c'est qu'on met ce débat citoyen réellement en perspective? Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire à Vénissieux. Le deuxième exemple, c'est, à côté de Vénissieux, il y a des terres agricoles qu'on appelle les grandes terres. Et depuis 20 ans, on fait tout un travail de fourmis avec des classes scolaires qui viennent planter des haies avec des associations qui nous aident et en travaillant avec les agriculteurs pour avoir des haies diversifiées. On travaille avec les agriculteurs, d'ailleurs, sans passer à TF1. Ça fait 10 ans qu'on a discuté avec les agriculteurs pour réduire l'usage des pesticides et les éliminer dans les champs à proximité des maisons. Mais ça, aucun média ne vous en a parlé. Et sur cet espace, on est passé en 15 ans de 3 espèces d'oiseaux nicheuses à 45. Voilà un résultat qui nous montre une chose. Dès qu'il y a volonté politique et qu'on agit, la nature reprend ses aises. Et donc les discours du catastrophisme sont absolument dangereux parce qu'ils font l'effet inverse, ils produisent la peur au lieu de produire de l'intelligence. Et tout ça, ça me conduit à dire qu'on a vraiment besoin d'un vrai débat politique. Je prends un troisième et dernier exemple, la question de l'électricité et des ENR électriques. Vous pensez tous que le photovoltaïque est vachement pertinent, vert et positif. Mais vous savez peut-être quand même qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, le photovoltaïque chez les particuliers est développé sur des propriétaires de toits qui ont été payés par des primes fiscales et un tarif d'achat garanti qui, lui, est payé par tout le monde sur sa facture, y compris les abonnés aux tarifs sociaux. Est-ce que c'est un problème? Oui, moi je pense que c'est un problème.
quand on met des milliards d'argent dans une technologie qui est fondamentalement financée sur l'inégalité sociale, ça peut pas être une bonne solution. D'ailleurs, si on prend l'Allemagne, je conclue là-dessus, l'Allemagne depuis 15 ans a investi des sommes faramineuses sur les ENR électriques. Pour quel résultat? Elle n'a pas réduit sa consommation de fossiles pour l'électricité, et donc elle n'a pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre, et donc pour moi c'est une impasse. Voilà le débat citoyen et politique qu'il faut avoir et que les communistes veulent porter. Merci Pierre-Alain. On a parlé tout à l'heure, on s'est un peu plutôt centré sur les questions du climat, et on a parlé du gaz, du pétrole du Canada, le charbon. On a encore pour plusieurs siècles avec la consommation actuelle, et de l'avis des spécialistes, il faudrait absolument ne pas brûler le charbon qu'il y a sous nos pieds. Comment contraindre le système à ne pas faire ça? C'est-à-dire parce que derrière il y a des sources de profit énormes. On a entendu l'analyse d'Aurélie et de Pagano qui montre bien cette contradiction-là. Alors je me tourne vers Jean-Marc. J'ai bien lu ton livre sur la décarbonation de l'économie, du Shift Project. Hein, ça va être un peu dur. On va quand même essayer. Donc, et dans ton livre, tu as une approche qui est différente des analyses qu'on fait au Parti communiste ou dans la gauche, mais il y a un certain nombre d'analyses pour le financement, pour contraindre par la réglementation de réorienter tout ça, et notamment sur une des priorités, c'est de très vite arrêter le charbon, l'utilisation du charbon à l'échelle européenne. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les propositions que vous faites dans le Shift Project? Alors, j'aimerais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pensais qu'on allait parler très brièvement chacun, c'est que je n'ai pas été très long. Le charbon, j'ai une très bonne nouvelle pour les gens dans la salle. La production européenne de charbon, je vais essayer de parler plus fort que le mec d'en face, je suis pas sûr que j'y arrive, a été divisée par 4. La production européenne de charbon a été divisée par 4 depuis 1980. Donc le charbon, il est déjà en baisse, et il était en baisse bien avant qu'on ait des problèmes de climat, tout simplement parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans les mines de charbon en Europe, et donc il y en a de moins en moins. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas les idées claires sur le problème à traiter, on part dans le décor sur la façon de le traiter. Donc les centrales à charbon en Europe, il n'y en a plus. C'est la raison pour laquelle les financiers disent qu'ils vont désinvestir du charbon. Vous avez peut-être entendu un certain nombre d'entre eux dire ça. Il se trouve que les 2 zones dans le monde où le charbon est en croissance, c'est l'Inde et la Chine pour l'essentiel. Les financiers occidentaux n'y ont pas accès de toute façon. Donc c'est super simple pour eux de dire qu'ils vont désinvestir du charbon. Il n'y a pas de projet en Europe de toute façon. Donc c'est du quick win. Donc il suffit de dire ça à un journaliste, il dit bravo, bravo, les gens sont formidables. C'est juste que de toute façon, il n'y a plus d'argent à faire là-dedans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne conserve des mines de charbon à ciel ouvert qu'on appelle de la lignite. En matière d'écologie, je pense que ça peut faire à peu près pire dans l'énergie. L'Allemagne n'a plus de charbon de la houille ou de l'anthracite, ces trucs-là, elle l'importe en totalité aujourd'hui. Donc la consommation de charbon en Europe est orientée à la baisse depuis des décennies déjà. Alors il faut aller encore plus vite. Nous, ce qu'on dit, c'est que si l'Europe est sérieuse, il y a notamment un truc qu'elle doit faire, c'est faire en sorte que toutes les centrales à charbon, je vais y arriver, disparaissent En fait, il faut que toutes les centrales à charbon disparaissent de la planète dans les 30 ans qui viennent si on veut tenir les 2 degrés. On va vraiment avoir du mal en face. On va quand même essayer. Difficile, là. Bon. Donc voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ont en tête cet objectif des 2 degrés de limitation du réchauffement climatique, une des contreparties, c'est qu'il n'y a plus une centrale à charbon sur Terre dans les 30 ans qui viennent. Alors pour rebondir sur ce que disait mon voisin de gauche, c'est évident qu'on ne va pas y arriver juste avec des panneaux solaires et des éoliennes, et c'est par ailleurs évident qu'on ne va pas y arriver sans sobriété massive, mais là j'ai une très bonne nouvelle pour Aurélie Trouvé, ça sera récessif. La macroéconomie fait que la sobriété, c'est récessif, d'accord ? Donc la bonne question, c'est si on est pour la sobriété, comment est-ce qu'on organise la mise au régime général? Et là j'ai une deuxième mauvaise nouvelle pour vous, c'est très bien de tondre les riches, mais comme disait Coluche, il n'y en a pas assez pour que ça suffise. Moi je suis tout à fait pour, j'ai pas de problème avec ça, même si je fais partie des gens concernés, mais ça suffira pas. Ça ne suffira pas.
Donc se débarrasser du charbon, pour y revenir, c'est quelque chose qui en Europe n'est pas très difficile. Maintenant, ça suppose une chose qui n'a rien à voir avec le capitalisme, c'est de passer sur le corps des Allemands, parce que les Allemands ne veulent pas entendre parler du nucléaire, et sans nucléaire, on ne supprimera pas le charbon en Europe dans les 30 ans qui viennent. C'est pas la peine d'y compter, ça ne marchera pas. Donc il y a, voilà, donc c'est un premier sujet. Un deuxième sujet qu'il faut comprendre, puisque maintenant j'ai le droit à mon temps de parole, sur la mobilité. En gros, ce qu'il faut faire, et je vais faire un tout petit truc qui ne va pas me faire applaudir dans la salle, si vous vous rappelez du régime soviétique, il n'était pas tellement plus tendre pour l'environnement que le régime capitaliste. Donc l'idée que c'est juste une affaire de régime politique, moi je vous dis non, c'est plus compliqué que ça. C'est lié au fait que les hommes sont des animaux accumulatifs, qu'on n'en a jamais assez, et le problème il est là, avant d'être dans le régime politique. Donc on a un problème de psychothérapie collective à avoir, qui va au-delà du régime politique dans lequel on vit. En fait, le régime politique, on est plutôt la conséquence. Pour en venir à la mobilité, en gros, le système qu'il faut organiser, c'est des voitures plus petites. Avant de dépasser à l'électricité, le truc qu'il faut faire, c'est de refaire des 2 chevaux, donc des trucs de 500 kg qui consomment 2 litres au 100. Technologiquement, ça pose aucun problème. Et en restant au pétrole, on peut diviser la quantité de pétrole qu'on consomme par 3 en 30 ans. Très facile. Ça s'accompagne d'obligations réglementaires, du retour de la vignette, qui a été supprimée par un ministre de gauche, je vous rappelle, Fabius, qui était un impôt parfaitement écolo. Ça s'accompagne évidemment du développement des transports en commun, mais là aussi il y a une règle qu'il faut connaître, c'est que faire du RER à moins de 100 habitants hectares c'est compliqué, faire du bus à moins de 20 habitants hectares c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut que, où que les gens vivent, vous ayez des concentrations un peu denses, comme les villages d'autrefois. Hein. Les villages d'autrefois où tout se faisait à pied et à cheval, les gens ils n'habitaient pas à 100 mètres les uns des autres, ils étaient tassés. Donc si on doit reprendre la maîtrise de l'urbanisme, il y a un vrai sujet qui est est-ce qu'on laisse le permis de construire aux maires, voilà, ou est-ce qu'on dit non, on ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est aussi un sujet de débat qui n'a rien à voir avec le capitalisme et le préfet, il est aux ordres de l'État. Donc après, là, on renvoie à la question qui est est-ce que l'État est capable d'être intelligent ou pas dans ce domaine. Ça, je suis parfaitement d'accord. En attendant, si le maire fait ce qu'il veut, si l'État est intelligent, ça suffit pas du coup. Voilà. Donc il y a un sujet sur l'urbanisme aussi qui est à traiter en même temps. L'urbanisme, c'est lent. À l'époque où tout ce qu'on avait comme transport, c'était des charrettes à bras et des chevaux, Paris dépassait pas le 1 million d'habitants. C'est-à-dire que le disque agricole qui permettait de nourrir Paris à moins d'1 ou 2 journées de transport des denrées agricoles ne permettait pas d'avoir une ville qui dépasse le 1 million d'habitants. Nourrir 10 millions de franciliens dans un monde sans pétrole, c'est impossible. C'est impossible. Si demain matin je supprime les camions dans ce pays, Paris meurt de faim. La l'Île-de-France produit 5% de la nourriture qu'elle consomme. Donc tout ce système-là, il est très très lent à détricoter. Alors, est-ce que la part du capitalisme dans cette affaire-là est majeure? La part du capitalisme financier, sûrement, en ce sens qu'elle raccourcit les horizons de temps. Donc moi, je vais faire 2 autres propositions ici. Je pense qu'il faut supprimer les comptes trimestriels et la cotation en continu des entreprises, parce que ça, je suis sûr que ça raccourcit les horizons de temps. Est-ce qu'il faut totalement supprimer... Alors, je ne suis pas le premier du tout à l'avoir inventé. Maurice Allais disait déjà ça, qu'une entreprise, elle ne change pas de valeur toutes les minutes et qu'en la cotant 1 fois par semaine, c'est bien suffisant. Pour travailler dans ce monde-là, je sais très bien que dans la quasi-totalité des entreprises, ce qu'on appelle une stratégie de long terme, ça se balade n'importe où entre 6 mois et 3 ans, et donc c'est pas du tout suffisant aux échelles de temps dont on est en train de parler, mais dans le monde politique, on est pareil. Hein. Une stratégie de long terme dans le monde politique, quand ça dépasse 2 ans, on est bien servi. Quelle que soit la couleur politique concernée. Hein. Donc, on a un vrai problème de pas de temps dans cette affaire, qui n'est pas juste non plus un problème de pas de temps politique. Alors je suis parfaitement d'accord que tout ce qui va dans le sens de libéralisation, mondialisation, raccourcit les pas de temps, donc ça c'est pas une très bonne idée, et par ailleurs supprime la possibilité de préserver les activités qui sont pertinentes pour l'environnement, puisque vous les mettez en concurrence avec des activités qui ne préservent pas l'environnement, et comme la nature est gratuite, je vous rappelle que la nature est gratuite dans l'économie qu'on manipule, toute personne qui se donne une charge supplémentaire, c'est-à-dire la préservation de l'environnement, est par construction dans ce monde-là plutôt défavorisée face à quelqu'un qui ne fait pas cet effort. Ça, c'est parfaitement... C'est le même problème qu'avec les salaires. D'ailleurs, c'est parfaitement légitime. Il n'empêche qu'il y a des tas de trucs qui ne sont pas en concurrence avec l'étranger. D'accord ? L'isolation des logements, en France, c'est pas en concurrence avec ce qui se passe à Taïwan. Donc il y a des tas de trucs sur lesquels on n'a pas besoin d'attendre la suppression des accords de libre-échange pour commencer à s'exciter.
Mais je suis parfaitement d'accord que les accords de libre-échange sans contrepartie environnementale, c'est un truc qui ne devrait pas exister aujourd'hui. Mais j'insiste pour finir sur un point, ça fera monter les prix. Donc la bonne question pour moi aujourd'hui, c'est comment j'organise un monde de contraction économique, parce que c'est bien de ça dont on parle, dans un contexte dans lequel on est quand même content de se lever le matin et de regarder l'avenir. Voilà. Et ça, c'est un problème autrement plus ardu qu'un certain nombre d'autres trucs dont on a l'habitude de discuter. Merci Jean-Marc. D'ailleurs, il y a une petite dimension de provocation qui est qu'on retrouve aussi dans tes livres, mais qui est très plaisant parce que ça nous bouscule sur pas mal de choses et ça nous oblige à répondre aussi, à travailler. Donc, et puis il y a des convergences. Hein, il faut les souligner sur certains aspects. Tu as posé par exemple la question du financement et tu disais tondre les riches, ça ne suffira pas, c'est-à-dire les impôts, voilà, les impôts, ça suffira pas. Et donc il faut trouver des sources de financement pérennes, parce que là il est question de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, non pas pour produire, mais pour faire ne serait-ce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est 15 milliards par an. Il faut les trouver. Et donc là, on a une réorientation du système financier auquel il faut penser. Et puis il y a peut-être aussi la question de l'agriculture. Peut-être que tu pourrais réagir, Aurélie, puisque tu es agronome et que tu as beaucoup écrit sur ces questions-là. Je te laisse réagir sur les propos de Jean-Marc. Et puis sur le financement. En fait, j'ai pas mal de choses à répondre. Les sources de financement, oui, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord on peut trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est une question de choix nationaux et pas forcément en faisant exploser la dette. Par ailleurs, il y a une banque publique d'investissement, vous le savez, sauf qu'elle a des moyens très restreints. On pourrait tout à fait envisager que l'épargne populaire qui va vers les banques privées aille avant tout vers la banque publique d'investissement, qui permettrait ensuite à l'État de pouvoir emprunter à cette banque publique d'investissement à des taux zéro qui puissent lui permettre de mener ces grands projets, cette planification écologique, dont notamment la rénovation thermique des logements, qui doit être, de mon point de vue, gratuite ou quasi gratuite pour les classes moyennes et précaires. Et ça, c'est une vraie mesure à la fois écologique et sociale. Je vais maintenant parler de la question, j'ai quand même plusieurs choses à répondre. D'abord, la relocalisation des activités augmenterait les prix. Alors là, je suis désolée, je suis absolument pas d'accord. Ça a été montré par, je veux dire, nous, si vous prenez la relocalisation des activités agricoles, ça a été montré et remontré du point de vue académique, scientifique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, en court-circuitant les grandes industries agroalimentaires, en court-circuitant et la grande distribution, dont la marge est de plus en plus importante, donc en faisant en sorte soit de restreindre leur marge, en régulant leur marge, soit en les court-circuitant par des circuits courts, vous pouvez tout à fait ne pas faire augmenter les prix. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tas d'études qui montrent qu'en mangeant local, par des AMAP, des Biocoop, etc., et en transformant aussi notre mode de consommation, moins transformé, etc., on peut tout à fait manger, y compris moins cher. Et les cantines qui jouent aujourd'hui sur le local et le bio, la plupart s'en sortent pour moins de coûts de revient que quand elles passent par Sodexo, par exemple. Ça demande de remunicipaliser en partie, donc ça demande aussi de s'attaquer au capitalisme, excusez-moi, parce que s'attaquer à Sodexo, par exemple, c'est s'attaquer à la logique capitaliste, l'hégémonie des multinationales, et c'est avoir des choix très forts au niveau local, qui sont des choix profonds, de gauche, et qui vont contre ces... voilà, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, parce que je sais que c'est votre logique également. Sur la question, si on baisse la consommation énergétique et matérielle, ce serait récessif. Eh bien non, pas forcément. En fait, ni récessif, ni plus de croissance, parce que en fait, ça dépend du type de croissance. Et la croissance, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut, c'est les valeurs ajoutées brutes de chaque secteur. Excusez-moi, je fais un peu mon économiste, mais il se trouve que c'est mon cas. Oui, les valeurs ajoutées brutes, c'est les valeurs monétaires. Et par exemple, si vous prenez les agricultures bio, les agricultures économes, autonomes, etc., qui sont plus favorables sur le plan écologique, elles créent aussi pour beaucoup plus de valeurs ajoutées. Donc en fait, elles sont plutôt dans le sens de la croissance. Il faudra faire décroître certaines activités très nuisibles, liées par exemple à l'extraction d'énergie fossile, etc. Et il faudra faire croître, par contre, d'autres activités très utiles.
Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que parce qu'on veut la transition écologique, ça sera forcément récessif. Moi je ne suis pas d'accord du tout avec ça, et je pense que du point de vue économique, ça ne tient pas. Sur la question du nucléaire, alors là aussi on a un désaccord, excusez-moi. Là, il y a des dizaines d'ingénieurs, de scientifiques, d'économistes qui ont travaillé sur le scénario mégawatt. C'est quoi? C'est sobriété, efficacité, énergie renouvelable. C'est pas que les énergies renouvelables, c'est aussi l'efficacité à travers les logements, la rénovation des logements, etc., les transports en commun, et c'est aussi la sobriété. Et il montre qu'on pourrait très bien restreindre drastiquement, voire se passer de l'énergie nucléaire, et restreindre fortement aussi les sources d'énergie les plus polluantes, dans ce cas-là, en faisant jouer sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Je rappelle quand même que le nucléaire, c'est d'abord une source d'énergie terrible à la fois pour les travailleurs qui y travaillent, mais aussi terrible du point de vue des risques environnementaux, et c'est aussi extrêmement coûteux, et ça explique en partie la dette aujourd'hui d'EDF, mais passons. Donc, sachez que voilà, le nucléaire, c'est à la fois coûteux et nuisible, et que oui, aujourd'hui, avec une grande volonté politique, on peut le restreindre fortement. Dernière chose, sur ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Bah si, ça a tout à voir avec la logique capitaliste, cette affaire-là. Parce que oui, ça demande par exemple, non seulement de ralentir les accords d'avoir des accords de libre-échange avec des améliorations environnementales. Bien sûr que non, il faut les stopper, les accords de libre-échange, puisque ce sont des accords de libre-échange. Et qu'à partir du moment où on libéralise les échanges, ce qui est aujourd'hui, évidemment, une des armes des multinationales pour augmenter leurs profits, à partir du moment où on rentre dans cette logique de libéralisation des échanges, on va vers le désastre, on va vers l'approfondissement de la crise écologique. Donc il n'y a pas d'amélioration à attendre des accords de libre-échange. Il faut les stopper, et il faut une régulation internationale du commerce qui soit complètement autre et qui soit fondée à la fois sur la solidarité et sur un certain nombre de régulations du commerce et des équilibres monétaires dans le monde qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec ce que sont les accords de libre-échange et ce qu'est l'Organisation mondiale du commerce et sa logique. Merci Aurélie. On voit qu'on a des convergences, mais on a aussi des débats, y compris à gauche. Je rajouterais juste, parce que c'est aussi un petit peu mon domaine, les questions énergétiques, c'est que le GIEC lui-même reconnaît que sans une part de nucléaire, il est impossible de boucler la question à la fois climatique et la demande énergétique mondiale. Et là, c'est le GIEC. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le GIEC a raison quand il nous alerte sur le réchauffement climatique. La partie du GIEC qui nous dit qu'il faut du nucléaire dans le monde, eh bien, c'est la mauvaise partie, on ne peut pas l'écouter. Donc, et là, c'est pas Areva, c'est pas EDF qui le dit, c'est vraiment des instances internationales, les meilleurs scientifiques du monde qui le disent. Mais bon, je vais revenir quand même sur la question... Sur la question du financement, alors Alain, peut-être on a des propositions là pour le coup du Parti communiste sur le financement, les sources de financement, la réorientation du crédit. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot et puis réagir aussi à ce qui s'est déjà dit auparavant? Ouais, mais avant je propose qu'on abatte la banda. Voilà. Bon, je vais essayer de parler plus fort moi aussi. Bon, déjà peut-être une première réaction sur ce que disait M. Jancovici, sur nous sommes des êtres accumulatifs et c'est pas une question de système. Alors certes, moi je crois qu'il y a une part d'individuel d'éducation populaire à travailler pour éviter qu'on soit des accumulatifs, mais quand même, le capitalisme il a inventé un truc formidable qu'on appelle la publicité, qui nous travaille dans le sens de l'accumulatif, et je crois que une des réponses qu'on pourrait avoir, d'ailleurs qu'on soit anticapitaliste ou qu'on ne le soit pas, c'est de dire la publicité, ça fait partie des choses qu'on devrait restreindre ou interdire. Ne m'applaudissez pas trop, je vais y prendre goût. Deuxième chose que je voulais dire, tout à l'heure tu as parlé du CETA et du Mercosur. Je crois qu'il faut dire d'une manière assez simple et compréhensible par les gens, le CETA et le Mercosur, c'est la promotion des circuits longs, et nous, ce qu'on veut, c'est des circuits courts.
Et je pense que ça, c'est une question extrêmement importante et sur laquelle nos parlementaires qui ont déjà refusé en première lecture le CETA seront très vigilants, les parlementaires communistes, pour s'opposer à ces traités de libre-échange. Et maintenant, si on appelle un chat, c'est complètement des traités capitalistes. C'est dans une logique totalement capitaliste. Je ne vais pas tout dévoiler de ce que dira Fabien Roussel dans un petit moment sur la grande scène de l'humanité dans son discours. Je pense qu'il parlera beaucoup d'écologie. Et notamment, il nous dira, nous, on est prêts à mettre banco 100 milliards d'euros sur la table pour, c'est ce qui est proposé d'ailleurs par de nombreuses associations, ONG, scientifiques, pour résoudre la crise écologique et la crise climatique. Alors vous allez me dire, 100 milliards d'euros par an, c'est beaucoup d'argent. Certes, mais en même temps, ça a été dit, il y a 80 milliards d'euros par an qu'on devrait récupérer si on faisait payer tous les gens qui font de l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, c'est pas vous autour de ce 2BA, c'est surtout des gens qui ont un patrimoine immensément riche et qui vont essayer de le planquer dans les paradis fiscaux. Deuxième proposition qu'on fait, c'est une proposition qu'on a défendue au moment de l'élection européenne et pour lequel on confirme cette proposition, c'est que la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui aujourd'hui prête de l'argent sur les marchés financiers, que cet argent soit réorienté à 0% pour le développement notamment des services publics, sans même sortir des traités européens, renégocier, etc. C'est une décision politique qui pourrait être prise aujourd'hui. Dernière chose que je voulais dire, et je m'arrête là parce que sinon je vais être trop long, le saviez-vous, aujourd'hui, Macron a dépensé 14 millions d'euros. Et tous les jours, depuis 2019, l'État français dépense 14 millions d'euros par jour, 37 milliards d'euros sur 5 ans pour la rénovation des armements atomiques français, des armes nucléaires françaises. Et ben voilà, le 21 septembre, c'est la journée internationale pour la paix. Le 21 septembre, c'est la marche climat. On va confluer ensemble les pacifistes et les écologistes pour réclamer des gestes pour le climat. Ben, je pense qu'on devrait demander à Macron, gèle ces 37 milliards, réaffecte tout ça à un fonds écologique et social. Et moi, comme conseiller municipal qui me bat pour la gratuité des transports en commun, par exemple, il y aurait largement de quoi financer tout ça. Voilà une proposition qui me paraît extrêmement concrète, appropriée par tout le monde, et je pense qu'on a besoin de ce genre de choses. Merci Alain. Effectivement, c'est une dimension du gaspillage qu'on oublie souvent dans les débats, mais le gaspillage lié à l'armement, le gaspillage lié à l'armement nucléaire, mais à l'armement conventionnel, il y a des sources de financement aussi de ce côté-là. Alors peut-être que je vais donner la parole pour quelques questions au niveau de la salle, réaction, pour que c'est un petit peu plus interactif. Est-ce qu'il y a peut-être quelques personnes qui veulent réagir ? Oui, je voudrais faire juste deux, trois remarques. La première de méthode sur dans ces discussions, il y a des mots en isme, capitalisme, socialisme, communisme, par rapport aux questions environnementales et écologiques. Ce qui serait bien, c'est de les mettre à la fin. C'est-à-dire de ne pas démarrer par voilà, moi je suis pour le capitalisme, moi je suis pour le socialisme, etc., etc. On verra bien à la fin de la discussion. Parce qu'après tout, s'il y a un gars qui me dit je suis pour le capitalisme, mais comme je suis aussi pour l'environnement, la vision à long terme, etc., je veux bien piquer tout le pognon des riches, supprimer la publicité, arrêter les transports inutiles au niveau mondial, et puis faire en sorte que dans les entreprises, quand on décide ce qu'on va produire, on prenne d'abord en considération les intérêts, l'intérêt général, écologique, etc., etc. Bon, si à la fin il veut quand même continuer à appeler ça le capitalisme, je suis pas super gêné, quoi. Donc, commençons d'abord par parler concrètement de comment on vit, comment on produit, avec quoi on se développe, et puis chacun fera la conclusion qu'il voudra. La deuxième chose, c'est que je sais bien qu'il y a des préjugés, qu'il y a eu des débats anciens, etc.
Mais c'est quand même mieux si dans ce genre de débat, on ne sombre pas dans des approximations et en se raccrochant à des slogans. Aurélie Trouvé, non, le nucléaire français n'est pas coûteux. C'est pas possible de dire une ânerie pareille. Sinon, comment on pourrait avoir le prix de l'électricité qu'on a? C'est pas possible, ça. Je veux bien qu'on discute que c'est dangereux, qu'il faut le surveiller, qu'il y a des risques, tout ce que vous voudrez. Mais non, ce n'est pas coûteux. Hein, et si EDF a augmenté sa dette ces 15 dernières années, c'est pas à cause du nucléaire, puisqu'ils ont construit exactement 0 réacteur nucléaire. Ça n'a rien à voir. C'est sur d'autres choses. Donc, je veux bien qu'on discute des risques de la radioactivité, mais pas qu'on me dise que le nucléaire français, je ne parle pas du nucléaire en général, vous pouvez avoir des nucléaires très coûteux, mais le nucléaire français, il ne l'est pas. Voilà, c'est tout, c'est les chiffres. Ensuite, c'est pareil pour les discussions sur qu'est-ce qu'on produit, etc. Oui, il faut relocaliser, il faut notamment relocaliser la fabrication manufacturière en Europe en général et en France en particulier, notamment pour procéder du fait qu'on a une électricité décarbonée. Il faut que les batteries des futures bagnoles électriques soient fabriquées dans les pays qui ont l'électricité la moins carbonée possible. Aujourd'hui, pas dans 30 ans. Et donc en Europe, il faut les fabriquer en France, en Suède, en Norvège. C'est là que ça sera le moins émetteur de CO2 pour le cycle de vie complet de la voiture ou du camion ou de l'autobus ou du train électrique. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça sera un grand service à rendre à l'ensemble de l'humanité que de réindustrialiser la France. Pas seulement pour donner du boulot aux Français. Et là aussi, il faut interroger un peu rudement les dirigeants politiques. Parce que réindustrialiser la France, ça veut dire aussi se poser la question des matières premières qu'on utilise. Je vous rappelle que à gauche, tout le monde a dit « oui, il faut sauver la sidérurgie française, etc. » Mais personne n'a répondu à la question « d'où vient le minerai de fer, d'où vient le charbon dont on a besoin pour faire de l'acier ?» Il faut le faire. On me dit d'où vient l'uranium. Oui, bien sûr qu'il faut poser la question et répondre à la question d'où vient l'uranium. Et donc, si vous voulez avoir, et je vais m'arrêter là, parce que sinon ça serait monopoliser la parole, mais si vous voulez avoir une vraie planification écologique de la transition énergétique et d'une politique qui permettra de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de nos pays, il faut répondre à toutes ces questions. Et quand on n'est pas capable de produire les matières premières sur le sol national dont on a besoin pour son économie, il faut répondre aux questions suivantes: d'où on les importe et comment on se les paye. Et tout dirigeant politique qui n'est pas capable de répondre à cette question-là, il n'est pas capable de gouverner la France en fonction des promesses qu'il a faites. Et c'est entre autres pour ça qu'on peut avoir des échecs dramatiques de gouvernement de gauche qui se terminent ensuite par le retour de la droite au pouvoir. Je t'ai pas présenté, mais Sylvestre Ruet, qui est journaliste scientifique et qui anime un blog Science au carré que vous avez peut-être consulté. Alors peut-être que Denis Durand, qui est économiste, peut-être une réaction sur... Merci. Merci, oui. Une remarque à propos du propos de Sylvestre Ruet et une à propos du propos d'Aurélie Trouvé. Moi, je partage quasiment intégralement ce que vient de dire Sylvestre. Sur la question des ismes, je suis aussi d'accord que mettre des ismes partout, c'est pas très efficace du point de vue méthodologique. Cela étant, ça reflète quand même quelque chose, c'est que les questions écologiques font partie d'un système. C'est-à-dire, ce que Marx a montré aussi, quand il dit que le capitalisme épuise de choses l'être humain et la nature, c'est que c'est un système. C'est-à-dire, opposer la préservation de l'environnement et les questions sociales, comme le font encore malheureusement beaucoup, surtout à droite, mais aussi et parfois ailleurs, c'est se tromper. C'est ne pas voir que derrière, il y a un système. Il y a des biens communs de l'humanité qui sont le climat, qui sont la biodiversité, etc. Ce sont des biens communs de l'humanité, 7 milliards d'êtres humains concernés. Et par qui sont prises les décisions? Par quelques milliers de traders dans les salles de marché et de dirigeants multinationales. C'est ça le scandale de notre société. Et ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme financiarisé, mondialisé, dans lequel nous vivons. Et c'est ça que nous voulons combattre.
Nous voulons nous attaquer au capital, et c'est pour ça que le Parti communiste français lance une campagne contre le coût du capital. Et de ce point de vue-là, je voudrais, là aussi, marquer mon accord très vif avec la mise au point de Aurélie Trouvé sur cette question du PIB, de la croissance. Ce que nous voulons faire décroître, c'est le coût du capital, c'est les dépenses qui détruisent l'environnement, c'est les gaspillages de capital matériel et financier, mais nous voulons faire croître les dépenses qui contribuent au développement des êtres humains, des services publics. C'est vital pour l'environnement, ça aussi. Et donc, parfaitement d'accord. Et là, pour pousser le débat, sur la taxe sur les transactions financières, alors moi je suis assez vieux, pour avoir déjà été membre du Parti communiste en 1995, et à l'époque, nous, c'était 4 ans avant la fondation de la taxe, nous, au Parti communiste, nous militions pour une taxe sur les transactions financières. Mais, quand j'entends Aurélie nous dire bah, c'est formidable la taxe sur les transactions financières, ça va rapporter je ne sais pas combien de milliards, ça m'interpelle. Parce que si la taxe sur les transactions financières rapporte beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions financières. Ça veut dire que les marchés financiers tournent à plein. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense et je pense que tu seras d'accord, mais notre objectif, c'est précisément que le produit de cette taxe, elle diminue, et que les ressources, elles viennent d'ailleurs. Et Alain l'a dit, la Banque Centrale Européenne a injecté 2700 milliards sur les marchés financiers. Pourquoi faire? Pour préparer le prochain crack. Elle a arrêté fin 2018. Et là, la situation est tellement grave, on va tellement vers la catastrophe. Qu'est-ce qu'ils font? Jeudi dernier, ils décident de recommencer. Ils vont en rajouter 20 milliards par mois. Et ça, c'est insupportable. Et comme tu l'as dit, une urgence, c'est de dire, mais cet argent, il doit servir à développer les dépenses pour les êtres humains, les services publics en Europe, et par là même, ça va nous donner les moyens de combattre la menace climatique et de réussir cette révolution écologique. Merci Denis. Je vois quand même un fil conducteur, c'est que la question écologique, c'est énormément une question économique, mais aussi une question de démocratie, de pouvoir. Et on ne peut pas limiter la démocratie juste à un arbitrage de qu'est-ce qu'on consomme à l'échelle individuelle, mais il faudrait pouvoir décider de comment on produit, où, qu'est-ce qu'on finance, Et là, il y a un vrai déficit de démocratie. Alors, je voudrais faire réagir nos intervenants. Jean-Marc, tu voulais réagir à ce qui a été dit tout de suite? Très rapidement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Sur la question de la récession et de la sobriété, j'insiste, la sobriété, c'est récessif. Si on produit moins, il y a moins de PIB. Alors, on me dit toujours, mais on va remplacer le PIB matériel par du PIB immatériel. Alors, je voudrais vous donner un petit cas d'école. Admettons que demain matin, nous produisions une voiture par an. D'accord? L'industrie automobile tombe à une voiture par an. Les gens qui aujourd'hui font du crédit automobile, à la porte. Fin de ces services-là. Les gens qui assurent les nouvelles voitures, à la porte. Fin de ces gens-là. Les gens qui apprennent à conduire, à la porte. Fin de ces gens-là. Les gens qui règlent tous ces gens-là sont dans les services. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que d'imaginer qu'on va garder des services sans les flux industriels sous-jacents, c'est une vue de l'esprit. Ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Ça, c'est un truc d'économistes qui pensent que les parts de camembert sont indépendantes les unes des autres. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, j'insiste vraiment. Et par ailleurs, ce qui est matériel et qui a de la prise sur l'environnement, c'est bien la production physique. Les mètres carrés, les tables, les chaises, etc. Et tous les gens que je connais, ils sont d'accord pour qu'on rajoute de l'éducation et des musées à partir du moment où ils ont de quoi habiter, c'est-à-dire des mètres carrés, de quoi se déplacer, c'est-à-dire des bagnoles ou des bus, de quoi manger, c'est-à-dire de la production physique agricole, de quoi se vêtir, c'est-à-dire de la production physique. Alors là, ils sont d'accord pour qu'en plus, on rajoute des jeux vidéo. Soit dit en passant, pas toujours très bon pour la santé mentale. Mais ils sont pas d'accord pour se priver de bouffer et se priver d'habiter quelque part, et etc., avec juste en face des services éducatifs. Ça n'existe pas, ça. Donc l'idée, encore une fois, qu'on va pouvoir totalement découpler l'économie, qu'on va supprimer la physique et ne garder que des services, ça n'existe pas. Deuxième point que je voudrais mentionner, l'armée américaine est un service public. D'accord? C'est tout à fait un service public. L'armée américaine consomme à elle seule autant de pétrole que la France. Donc l'idée que les services publics, ça n'a pas de prise sur l'environnement, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est service public, j'adore les services publics, mais c'est pas le sujet. C'est pas parce que c'est service public que ça n'a pas d'effet sur l'environnement. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Sylvestre. Il faut laisser les slogans au vestiaire tant qu'on n'a pas regardé la réalité concrète des problèmes et on les réinvite dans la discussion ensuite.
Oui, je voulais dire à Sylvestre qu'il a, en première instance, il a raison sur les ismes. Sauf que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se présente pas comme un isme, mais qui est présent dans tous les débats, c'est l'écologie. Moi, je dis, l'écologie, c'est une science passionnante et qui est la science du XXIe siècle, mais c'est aussi un mouvement politique et pour moi, c'est un isme. Et c'est un isme qui est totalement soluble dans le capitalisme. Quelques jours après avoir annoncé la fermeture de 300 magasins et 3000 licenciements, un dirigeant du groupe Carrefour est allé dans une conférence à Milan tenir un discours sur le bonheur derrière une photo de Pierre Draghi. Et il tenait un discours sur le thème « Chacun doit faire un effort ». Vous connaissez l'histoire des bons gestes. Chacun doit faire un effort. Et donc moi je dis on a un vrai défi de mettre en cause le discours dominant de l'écologie politique. Car le fond du sujet de la sobriété, c'est que le capitalisme peut très bien vivre avec la sobriété pour les pauvres, la sobriété pour la majorité des peuples, pendant que les riches continuent à se déplacer en hélicoptère ou en jet privé. Et donc le capitalisme peut très bien en vivre. Il suffit d'écouter Macron d'ailleurs pour le comprendre. Il suffit de voir comment les grandes multinationales réinvestissent, le groupe Total le premier, au-delà de 3 ans d'ailleurs, avec des stratégies à 10-15 ans, réinvestissent dans ce qu'ils ont appelé l'environnement. Et donc le vrai sujet de la sobriété, c'est de dire est-ce qu'on répond aux besoins sociaux et humains? Est-ce qu'on part, et c'est pour moi le point de vue des communistes, est-ce qu'on part du besoin des gens? Le scénario négawatt, il vous dit une chose, pour que ça fonctionne, il faut vous déplacer 2 fois moins. C'est-à-dire qu'à la fête de l'UMA, il faut 2 fois moins de monde. C'est ça ce que nous dit le scénario négawatt pour équilibrer avec la sortie du nucléaire. Moi, je pense que c'est une impasse. Je pense que les familles comoriennes de ma ville, qui tous les 2 ans prennent l'avion pour aller voir leur famille aux Comores, ont le droit d'aller aux Comores. Elles ont le droit de prendre l'avion pour aller aux Comores. Si on ne part pas des besoins sociaux, on ne peut pas construire de réponse. Et c'est pour ça que je dis oui, il faut faire un choix dans les ismes. Il faut se rendre compte que l'urgence climatique, c'est de poser la question du capitalisme, de la domination de l'État par les intérêts privés. Tant qu'on est dans cette société, quoi qu'on fasse nous-mêmes, il ne se passera rien au global. Et donc, il faut mettre en cause, et donc, il faut poser la question, c'est quoi une autre société? Et je conclue là-dessus, mais moi, je suis convaincu qu'il faut lui donner un nom. Et que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'histoire du socialisme au XXe siècle, le socialisme est plein d'expériences sur l'environnement qu'on ne connaît pas du tout. On pourrait parler, par exemple, de l'agroforestation développée en URSS dans les années 30. Moi, je dis, oui, il faut une autre société que le capitalisme, et il faut lui donner son nom, le socialisme. Bonjour, merci de me donner la parole. Je voudrais discuter sur un point d'abord. On parle du scénario négawatt, mais quand on parle des énergies renouvelables, on parle d'énergies qui sont renouvelables à partir du moment où on considère qu'elles utilisent des matériaux qui sont renouvelables. C'est pas le cas. On utilise de l'indium d'ici 2030, il n'y en aura peut-être plus. Quand on parle des éoliennes, du néodyme, aujourd'hui toutes les mines sont plus ou moins sous contrôle chinois et on ne sait pas pour combien de temps il y en a non plus. Donc on peut discuter du scénario négawatt, mais, et encore une fois, c'est produit avec du charbon. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose de durable? On peut comparer avec le nucléaire et se demander est-ce que c'est une meilleure alternative ou une moins bonne alternative? Personnellement, ma réponse serait plutôt que c'est une meilleure alternative, mais en fait la réponse, c'est surtout quel est le problème qu'on veut résoudre. Est-ce qu'on veut continuer à maintenir sous perfusion énergétique un système qui chaque jour détruit un peu plus la planète, ou est-ce qu'on veut essayer peut-être même d'accélérer l'effondrement de ce système pour permettre l'émergence de systèmes qui, eux, pourraient être moins destructeurs? Parce que oui, moi je pense qu'il va falloir réduire les besoins de chacun, se considère comme des droits. Avant d'avoir des droits, on a des limites physiques et on a des obligations. Donc, le droit d'une famille comorienne à prendre l'avion 2 fois par an, je veux bien l'entendre dans le contexte où on compare avec des gens aujourd'hui qui en profitent énormément et qui, eux, le prennent 10 fois plus. Mais en fait, même ça, c'est pas soutenable. Est-ce que le premier des droits, c'est pas juste l'obligation d'avoir un mode de vie qui est soutenable pour tout le monde et donc de revoir nos besoins drastiquement? Et j'ai une dernière question. Est-ce
est-ce que ce qu'on veut, c'est vraiment un système qui soit aussi centralisé que le socialisme? Parce que la question qu'on pose quand on parle du nucléaire, c'est aussi la question suivante. Est-ce qu'on peut avoir un système qui soit suffisamment centralisé, organisé, et en même temps réellement aspirant au bien-être, à la santé et à la sécurité de ses citoyens? Est-ce que ça, c'est réaliste, compte tenu des pressions majeures qu'on va devoir subir au cours probablement des 30 prochaines années à venir, ne serait-ce qu'en termes de nourriture et aussi en termes d'immigration massive causée par ne serait-ce que la désertification partielle du Sahel. Et donc est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est souhaitable? Parce que, comme on l'a dit, on a perdu un peu nos vrais besoins. D'abord, merci beaucoup avec ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis totalement d'accord, par ailleurs. Simplement sur la question des besoins, alors les déplacements divisés par deux, d'abord, moi je crois qu'il faut... Ça demande, par exemple, effectivement, de relocaliser les services publics pour des vrais services publics de qualité et de proximité. Et là, ça concerne avant tout les élus locaux, mais ça concerne aussi l'État et les moyens qu'il donne aux collectivités locales pour des services publics de proximité et la manière aussi dont les services publics nationaux ont des dessertes, des lignes secondaires, des bureaux de poste à nouveau dans un grand nombre de villes, de villages, etc. pour qu'il y ait des urgences et des unités d'urgence ou des unités hospitalières qui aient un maillage du territoire beaucoup plus dense. Donc il y a toute une politique à mener pour relocaliser, faire en sorte que les gens ne se déplacent pas pour des problèmes de santé à plusieurs dizaines de kilomètres. Ça demande aussi un re-questionnement de l'aménagement urbain. Je vais vous donner un exemple. Moi, il se trouve que je fais partie de ceux qui vont se retrouver à Saclay. C'est-à-dire toutes les écoles là, qui sont dans Paris, on se retrouve à Saclay, au plateau de Saclay. On est en moyenne, on va se retrouver à 1h30 de notre lieu de résidence. Est-ce que vous imaginez la transition écologique avec un métro qui n'arrive pas jusqu'à Saclay? Loin de là. Il va y avoir des dizaines, des centaines de voitures en plus pour aller à Saclay parce qu'on va se retrouver à plein d'écoles et des gens qui habitent je ne sais où. Voilà ce que c'est aujourd'hui la vraie politique réelle et les conséquences. Et donc du coup, oui, il y a beaucoup déjà de choses à faire pour éviter ces déplacements, les réduire drastiquement en France. Et effectivement aussi, il y a la question de la redéfinition des besoins. Mais nos besoins, ils sont construits aussi. Je veux dire, le consumérisme, c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que on nous met aussi devant les yeux un modèle qui est celui que quand on voyage 4 fois par an en avion, c'est vachement bien, on fait partie des riches et de la upper class. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut réinterroger. Nos besoins, ils sont construits et peut-être qu'il faut redéfinir par des débats démocratiques ces besoins. Et peut-être que oui, quand par ailleurs la question de voyager aux Comores, elle se pose pas pour les classes précaires. Elle se pose pour certaines classes sociales. Et oui, il va falloir, à mon avis, redéfinir ces besoins comme ça vient d'être dit. Deuxièmement, sur la question des ismes, moi je trouve ça très important en fait. Parce que je pense qu'il faut repolitiser, ça a été dit par Denis Durand, il faut repolitiser les questions. Et l'écologie, elle est politique. Et oui, Marx, et moi je suis pour l'écosocialisme, et Marx disait, c'est un seul et même système, le capitalisme, qui exploite le travail et le vivant. Et Dumont, un siècle plus tard, qui est un agronome, le reprend, René Dumont, en disant exactement la même chose. Et oui, c'est la logique profondément capitaliste, telle qu'elle se passe aujourd'hui, financière, néolibérale, qui est en jeu. Et donc c'est une question profondément politique qui est en jeu, qui est celle de l'écologie. Ça n'est pas qu'une question de mesures à prendre, c'est une question de redéfinition du système, et c'est pour ça que je pense que oui, elle est primordiale, elle vient pas à la fin en fait, cette question-là des ismes, parce que c'est un système à remettre en cause. Et je finirai simplement sur la question des luttes. Alors du nucléaire d'abord, enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand débat à gauche. Alors ne me dites, et que ce débat il est non seulement sur les risques environnementaux, mais sur la question du coût. Ne me dites pas c'est une ânerie pour évacuer le débat qui traverse toute la gauche. Évidemment qu'il y a un grand débat là-dessus, notamment sur la question du coût. Alors on peut avoir des désaccords, et je trouve qu'ils sont féconds. Nous à Attaque, on a des désaccords là-dessus. Le débat il n'est pas tranché dans Attaque, d'accord? Il n'est pas tranché dans un tas de sphères à gauche. Mais ne le tranchons pas en disant vous êtes des ânes. Non, il faut être raisonnable et surtout respectueux les uns des autres de nos arguments. Voilà, vous avez des arguments, j'en ai. Il y en a à gauche qui sont différents. Et il faut qu'on ait le débat de manière
je dirais, un peu posé et respectueux pour qu'on le mette jusqu'au bout sur cette question, notamment du nucléaire, qui est centrale. Et je finirai sur une question qui est celle des luttes, puisque le 21 septembre, vous avez parlé de la question de la paix, évidemment. Le 20 et 21 septembre, vous savez qu'il y a les marches pour les jeunes, pour le climat, mais surtout, il y a quelque chose de très important le samedi. C'est le fait qu'on veuille une convergence entre les syndicats de salariés, les mouvements pour le climat, des mouvements de gilets jaunes, tout un tas de mouvements pour faire converger ces questions de justice sociale, fiscale et environnementale, justement parce qu'on s'attaque à un même système, justement parce que cette question elle est politique. Donc je vous encourage tous à venir à ces mobilisations. Avant de donner la parole à Jean-Marc, moi je trouve aussi qu'il y a une question à gauche qu'il va falloir un peu régler, c'est notre rapport à l'expertise scientifique, c'est-à-dire on fait un petit peu tous notre marché au niveau de la science. Je disais pour le GIEC tout à l'heure, la partie du GIEC qui dit qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il faut agir vite, on sera tous d'accord là-dessus, mais le GIEC qui parle de la nécessité dans les scénarios mondiaux de développer du nucléaire, eh bien là, cette partie du GIEC, d'un coup, on n'en veut pas. Et ça pose aussi un problème, je peux prendre aussi un autre exemple, c'est le stockage de l'électricité. Quand on dit qu'aujourd'hui, si on met tous les barrages, toutes les steppes mis bout à bout en France, on n'a que quelques heures de stockage, de consommation française. Et si on avait de quoi investir 300 milliards, donc c'est une somme extraordinaire, en batterie chimique pour pouvoir avoir un scénario de type négawatt 100% renouvelable avec le problème des intermittences, eh bien on aurait de quoi stocker l'électricité pour à peine un jour de consommation française. Je vous laisse imaginer les longues semaines d'hiver où il y a peu de soleil et toute l'Europe recouverte d'un anticyclone. Et ça, ce sont des résultats scientifiques. C'est pas un complot mondial contre les énergies renouvelables, c'est qu'on a vraiment des obstacles technologiques, notamment sur le stockage de l'électricité, qui invalident des scénarios comme ceux de Négawatt, qui sont pas reconnus dans la communauté scientifique, et ils l'ont jamais présenté devant des scientifiques, comme ça se fait quand on a une théorie. Hein. Tu voulais réagir, Jean-Marc, peut-être ? Sur deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est pour rebondir sur le débat sur le nucléaire. En fait, je voudrais moi juste faire une remarque incidente qui passe sur le nucléaire, qui est une phrase que vous connaissez peut-être, qui est « les faits ne sont pas des opinions ». Le fait que la Terre soit ronde et fasse 13 000 km de diamètre, c'est pas une opinion, c'est un fait. Et quand on a des débats pour l'avenir qui tentent de nier les faits, c'est-à-dire de penser que les faits sont des opinions, en général, les plans qu'on fait pour l'avenir se viandent, ne marchent pas. Donc le nucléaire, il est essentiel dans ce débat-là, comme dans d'autres, de séparer les faits des opinions. Et il y a énormément de gens qui confondent les deux, dans ce domaine-là en particulier, mais d'une façon plus large. Voilà, donc j'invite juste les gens, et je vais vous donner juste un petit truc là-dessus. Qui dans cette salle a entendu parler de l'UNSCEAR? Alors, plus la personne qui a klaxonné, vous êtes 10. Alors, l'UNSCEAR, ça veut dire United Nations, donc c'est un organisme onusien, comme le GIEC. United Nations Scientific Committee, donc ça fait de la science, enfin c'est un résumé de la science, plus exactement, on the effects of atomic radiation. Donc c'est un organisme onusien qui fait exactement comme le GIEC, une compilation de la littérature scientifique qui porte sur les impacts connus des rayonnements ionisants, donc la radioactivité, sur les hommes. Qui a déjà lu un document de cette instance dans la salle? Vous êtes 3, 4. C'est-à-dire que tous les autres, vous savez ce que vous savez par le bout d'un téléphone arabe, dont vous ne connaissez ni les maillons intermédiaires, ni la fiabilité de chaque transmission. Donc allez lire les documents, vous verrez, là vous avez de l'information primaire, donc vous avez les faits. Voilà, donc c'est juste une petite incidente que je faisais pour dire dans ce débat-là, et vous allez tomber de votre chaise parce que vous n'y trouvez à peu près l'opposé de ce que vous raconte la presse française. Donc il y a quelque chose de très important vraiment qui est de séparer les deux. Sur la partie argent, je voulais revenir là-dessus aussi, pour dire que le financement de la transition, donc moi je suis, malgré mon côté sale gamin, tout à fait d'accord avec plein de trucs qui ont été dits. C'est évident que le libéralisme financier va dans le mauvais sens. Tout à l'heure, quand j'ai proposé de supprimer la cotation en continu, c'est encore plus violent que la taxe sur les transactions financières, puisqu'il n'y a plus de transactions financières du tout.
en continu. Donc on règle le problème. Je suis tout à fait d'accord pour faire payer les riches, plus que les autres, j'ai pas de problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on limite le libre-échange, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je vous dis, il y a des conditions aux limites physiques qu'on n'arrivera pas à violer. Donc, en Île-de-France, qui produit 6% de sa nourriture, tout le monde n'ira pas dans une AMAP. C'est physiquement impossible. Physiquement impossible. Donc, ça veut dire que la stratégie à long terme, c'est de faire dégonfler l'Île-de-France. 10 millions de personnes en Île-de-France, c'est juste pas soutenable à long terme. Le plateau de Saclay, je connais bien, j'habite pas loin, c'est une énorme connerie. Je l'ai dit, je l'assume très bien. L'urbanisation du triangle de Gonesse, c'est une connerie. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Cela étant, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même une large partie de l'argent de la transition qui va venir de nos poches, parce que je ne vois pas d'où ça peut venir ailleurs. Et alors, je vais prendre un exemple, qui est la rénovation du logement. Vous avez en France 30 millions de logements. En gros, je vous parle pas du tertiaire, 30 millions de logements. Ça fait 3 milliards de mètres carrés. Pour rénover sérieusement un mètre carré, il faut compter entre 500 et 1000 euros. Donc on fait une toute petite règle de 3, d'accord, ça fait entre 1500 et 3000 milliards d'euros. Et bien même si vous tombez l'évasion fiscale, ce à quoi je suis parfaitement d'accord, ça suffit pas. Donc ça veut dire qu'il faudra obliger les propriétaires à rénover les logements. Donc je suis parfaitement très à l'aise avec l'idée que l'État aide le premier ou le deuxième décile de propriétaires, j'ai pas de problème avec ça. Tous les autres, ils paieront eux-mêmes. Il n'y a aucun problème. Ils paieront eux-mêmes. Et ils iront moins en vacances aux Comores s'ils y vont. C'est comme ça. Non mais sinon, on s'en sortira jamais. Donc il faut faire les calculs d'ordre de grandeur quand on parle d'argent. Il suffit pas juste de dire faut faire payer les riches. Encore une fois, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, il y a des tas d'activités qui n'ont aucune utilité sociale avec laquelle je suis très à l'aise quant au fait qu'on leur rende la vie beaucoup plus difficile. Par contre, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est si on propose de supprimer la grande distribution, on a un sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des salariés de la grande distribution. Donc non mais moi je suis pour en l'occurrence. Sauf qu'il faut s'occuper de ce qu'on fait des salariés qui bossent dedans. Donc en fait, le seul chantier, quand on a ce genre de truc, c'est pas les actionnaires. Moi je suis actionnaire, je peux vous dire, je suis un sale capitaliste, je suis copropriétaire de mon entreprise. Il n'y a jamais été dit nulle part dans le contrat social que quand vous êtes investisseur dans votre entreprise, on vous garantit votre pognon. Moi, j'ai pris le risque de le perdre, ça fait partie du deal. Donc tous les actionnaires de Carrefour ont pris le risque de perdre leur pognon dans Carrefour, j'ai aucun problème avec ça. Donc le seul sujet avec Carrefour, c'est les gens qui y bossent. Les gens qui possèdent Carrefour, ils ont pris un risque si on leur a jamais dit que... Voilà. Donc faire maigrir la grande distribution, j'ai aucun problème. Par contre, j'insiste sur un point, vraiment, ça va faire monter les prix de la bouffe. J'insiste aussi là-dessus. Donc juste pour dire, donc encore une fois, et c'est bien parce qu'on va tous devoir passer à la casserole, tous, j'insiste, sur le plan monétaire ou sur le plan financier, que c'est important d'être à peu près d'accord sur ce qu'on fait de l'argent. Donc j'en reviens à la remarque qui avait été faite par Sylvestre. D'abord, on commence par parler concrètement des problèmes à traiter. Ensuite, on parle de la manière de les résoudre qui semble la plus sympathique pour la collectivité. Et ensuite, on lui donne un nom. Pas de problème avec ça, et on se met au boulot. Mais c'est bien dans ce sens-là qu'il faut faire les choses, parce que j'insiste, on va tous passer à la casserole, tous. On est pressé par le temps, donc je vais laisser la parole à Alain, et puis ensuite on conclura. Oui, alors je vais répondre très brièvement sur les questions énergétiques. Oui. Sur les questions énergétiques, moi je suis sensible à ce qu'a dit Amar. Je pense qu'on a besoin dans notre société de revaloriser l'expertise scientifique. La parole scientifique a été dévoyée, moins écoutée. Je pense que ça donne du sens, même s'il ne faut pas forcément leur donner le dernier mot. En tout cas, il faut les entendre. Et par exemple, sur les questions énergétiques, je pense qu'on peut dire objectivement qu'il n'y a aucune source d'énergie qui n'est pas d'inconvénient environnemental, il y en a qui en ont plus ou moins, et je crois que s'il y a au moins un truc qui peut nous mettre d'accord, c'est qu'il y a besoin de continuer à investir dans la recherche française pour trouver les solutions pour demain, parce que la solution idéale, elle n'existe pas. Deuxième remarque, pour répondre à ce que disait aussi Sylvestre tout à l'heure, réindustrialiser la France, oui, évidemment. Je crois qu'on a parlé circuit long avec le CETA, le Mercosur. Circuit court, oui, il faut qu'on commence à dire produisons local, notamment par rapport à tout ce que je disais en tout début d'introduction sur la question des transports. Je vais m'essayer
à une synthèse en disant que je crois que c'est nécessaire de continuer à utiliser des mots en isme, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse voir des choix de société, qu'on donne un idéal de société pour demain. Je disais qu'il fallait qu'on l'invente ensemble, qu'en tout cas il y a besoin d'idéaux de rupture, parce que le modèle actuel il est épuisé, il est dépassé, il y a besoin d'une révolution. C'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Hulot, hein. Alors il a fait des mauvais choix politiques, mais s'il met ses actes en rapport avec ses idées, ben, ça sera très bien et puis on va être d'accord. Et en même temps que je dis tout ça, si je peux me permettre l'expression, et en même temps, je crois qu'il y a besoin, sans enrôler les gens dans des ismes, de faire des propositions très concrètes qui soient appropriables par tous. Ce que je disais tout à l'heure, 37 milliards d'euros dans la rénovation des armes nucléaires, il n'y a pas besoin d'être communiste, il n'y a pas besoin d'être socialiste, il n'y a pas besoin d'être à attaque, il n'y a pas besoin d'être nulle part. Si on est d'accord avec cette idée-là, est-ce qu'on est capable de se mobiliser ensemble pour qu'on oblige notre gouvernement à prendre cette disposition, où on travaille à un gouvernement qui soit capable de l'appliquer? Et je vais terminer en disant que moi je crois que voilà, je suis responsable politique, j'ai quand même un peu plus de confiance sur le fait qu'un gouvernement de gauche ferait une politique plus favorable pour l'écologie que le fait un gouvernement de droite ou macroniste, ce qui revient un peu au même. Et je pense que là, on a eu un débat pluraliste, on n'est pas tous d'accord, on n'est peut-être pas tous de gauche, ça c'est pas le problème. Je crois qu'on est capable de se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Bon, il y a des petites questions encore sur lesquelles on n'arrivera peut-être pas à se mettre d'accord, comme le nucléaire, mais pour beaucoup d'autres choses, on est d'accord. Donc, est-ce qu'on est capable de travailler un programme unitaire pour le climat, pour la planète, qui nous rassemble, qui nous fédère sur un certain nombre de choses et qui donne une perspective politique à nos concitoyens? Et je termine en disant, on sera à la marche climat, nous c'est sûr. Et encore une fois, je pense que Fabien Roussel, tout à l'heure, dans son discours, là, dans une demi-heure sur la grande scène, parlera beaucoup d'écologie. Et une fois que ce débat sera terminé, je pense qu'on peut aller l'écouter ensemble. Merci Alain. Effectivement, on a des débats, mais il se trouve que autour de moi, les 4 intervenants ont chacun contribué dans une revue du Parti communiste. Donc on a réuni des points de vue où il y a beaucoup de convergence aussi, mais en respectant la pluralité, dans une revue du Parti communiste. Donc il y a une ouverture, il y a une réflexion, et notamment le livre que j'ai lu il y a 2 mois issu du Shift Project que tu diriges pour décarboner l'économie. Il n'y a rien de choquant que j'ai lu. J'étais même très impressionné par le détail des propositions. Il y a tout un travail d'expertise là-dessus, livre que vous pouvez retrouver au Village du Livre. Et il y a d'autres livres. Alain Pagano qui a écrit un livre récemment sur l'écologie. Donc effectivement, on peut se retrouver sur pas mal de choses. Aurélie qui a aussi beaucoup bossé sur ces questions-là et qu'on lit aussi. Donc voilà, alors on est pris par le temps. Le débat a été organisé par la Revue Progressiste. Donc je vous fais une petite page de publicité. Si vous voulez retrouver toutes ces thématiques, on a un trimestriel qui s'appelle donc Progressiste. On a fait des dossiers complets sur les énergies renouvelables, mais aussi sur l'énergie nucléaire. On a fait des dossiers sur l'agriculture, on a fait des dossiers sur la biodiversité, etc. Et ceux qui écrivent dans cette revue ne sont pas tous communistes. Il y a Jean-Marc Jancovici, il y a Aurélie Trouvé, il y a un tas de monde, oui, c'est vrai. Et on a beaucoup de scientifiques de très haut niveau qui ont déjà écrit dans cette revue-là. Et nous, voilà, on propose cet espace de débat, de proposition pour construire... là, c'est un mot, hein, c'est East, donc on réutilise un mot en East, progressiste. Vous pouvez découvrir tout ça. Il va y avoir le débat, le discours de Fabien Roussel sur la grande scène. C'est à 15h, donc je vous invite à y aller. 15h15, il y a déjà un débat. Oui, et 15h30, c'est le débat de Fabien Roussel. Mais vous pouvez poursuivre la discussion, peut-être avec nos intervenants, s'ils ont encore une petite disponibilité, ils seront très ravis. Merci à tous, merci à toutes et à tous pour ce débat.